Sur le reflux gastro-œsophagien et on terminera par l'allergie alimentaire. Alors le reflux gastro-œsophagien, c'est la présence de liquide acide dans l'estomac qui reflue dans l'œsophage. C'est ça le reflux gastro-œsophagien. On l'a vu tout à l'heure, une maladie qui est extrêmement fréquente chez l'adulte. Le traitement, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est le Mopral, la première molécule du nom, un des médicaments qui a été le plus vendu dans le monde, compte tenu du fait que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Et donc une maladie qu'il faut connaître parce qu'en plus de ça, elle peut avoir des complications au long cours. Il se trouve qu'elle est très fréquente également chez l'enfant. Et donc on va analyser cette présence de reflux gastro-œsophagien chez l'enfant. Alors qu'est-ce que c'est que le reflux gastro-œsophagien? La définition, elle est un petit peu comme pour la constipation, un peu aléatoire. C'est quoi le reflux? C'est quand du liquide remonte sans effort de l'estomac vers l'œsophage. Ce liquide, il peut être régurgité, c'est-à-dire qu'il peut sortir et donc l'enfant l'émet, donc vous voyez ce reflux qui apparaît, ou bien au contraire, il peut ne pas être régurgité. En pratique, chez l'enfant, l'œsophage a un volume qui fait à peu près 5 millilitres. Donc dès qu'il y a un petit peu de liquide qui remonte, ça ressort. Tandis que chez l'adulte, le volume de l'œsophage, il est considérable, il est d'au moins 200 millilitres, l'équivalent d'un verre. Donc quand vous buvez un verre, ça suffit à vous remplir l'œsophage. De telle sorte que si vous avez une régurgitation ou du liquide qui remonte, ça va remonter dans la partie basse de votre œsophage, puisque vous êtes un adulte, et donc ça va rester dans la partie basse de l'œsophage. Ça va vous donner des douleurs, une œsophagite, des brûlures, etc. Tandis que chez l'enfant, on va le revoir tout à l'heure, mais un enfant qui boit un biberon normal, il boit un biberon de 200 millilitres, et dès lors que ça déborde un petit peu de l'estomac, ça franchit facilement les 5 millilitres d'espace réservoir que constitue l'œsophage, et donc la régurgitation est facile. Le vomissement, c'est lorsque l'enfant vomit, c'est-à-dire qu'il a des efforts de vomissement, il a tendance à contracter son abdomen et à vomir, et là c'est beaucoup plus que la régurgitation. Et puis vous avez un phénomène qui est un peu psychiatrique, on va dire, la rumination, c'est-à-dire des enfants qui font exprès de remonter du liquide dans leur bouche et qui après ça le déglutissent. Quelle est la fréquence de ce reflux gastro-œsophagien? On avait fait des statistiques nous, il y a quelques années et on est à peu près à 20% des enfants qui ont un reflux gastro-œsophagien. Une étude a été faite il y a 20 ans maintenant aux États-Unis et elle est très intéressante car elle montre bien la position du reflux gastro-œsophagien. Quand vous regardez un enfant par exemple de 4 à 6 mois, regardez uniquement ça. Un enfant de 4 à 6 mois, il a au moins une régurgitation par jour. Et il a quelquefois, dans 20% des cas, plus de 3 régurgitations par jour. C'est-à-dire qu'en fait, pour un enfant qui est nourri au sein ou qui est au biberon, le fait de régurgiter spontanément, fréquemment, ce n'est pas véritablement un problème. Mais il y a une petite partie de la population des enfants qui régurgitent pour lequel les parents se rendent compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire que l'enfant il a mal, ou il grandit pas bien, ou il grossit pas bien, ou il n'a pas suffisamment il n'est pas paisible lorsqu'il prend son biberon, ou il veut pas boire, et donc on se voit que dans ces cas-là, le reflux il n'est pas simple, il est problème, et c'est cette situation à problème qu'il faut tâcher de reconnaître, car le reste des autres situations qui n'est pas un problème, il faut les traiter de façon tout à fait simple. Quand vous regardez le mode de fonctionnement de l'œsophage et de l'estomac, vous apercevez que finalement, c'est assez logique qu'un nouveau-né ou qu'un petit nourrisson régurgite de façon relativement facile. Un biberon d'enfant, c'est à peu près 200 millilitres. Le contenu de l'œsophage, on l'a vu, c'est à peu près 5 millilitres. Donc quand vous mettez 200 millilitres à l'intérieur de l'estomac, eh bien ces 200 millilitres, si jamais l'enfant fait une petite pression au niveau de son abdomen, ça va remonter et ça va remonter relativement rapidement jusqu'ici. Il faut, pour comprendre ça, bien voir que quand un enfant quand vous calculez le volume qu'un enfant doit prendre, c'est des chiffres qu'il faut que vous connaissiez d'ailleurs, si on vous dit un enfant par exemple de 6 kg, qu'est-ce qu'il doit boire? Il y a une règle qui est assez simple que les pédiatres utilisent. Vous prenez 6 kg, vous divisez par 10 et vous rajoutez 250. Donc un enfant qui fait 6 kg, vous divisez par 10, ça fait 600 millilitres, et vous rajoutez 250, ça fait
800 millilitres par jour. Un enfant qui fait donc 6 kilos, il boit à peu près 800-850 millilitres par jour. Et donc, si vous comparez avec un adulte qui fait 60 kilos, ça ferait l'équivalent de 8 litres par jour. Donc vous voyez que le volume que boit un enfant est considérablement supérieur à ce que nous on boit. Nous, on a un bol alimentaire quotidien qui est d'à peu près 2 litres par jour. Donc c'est 4 fois plus chez l'enfant. Et on imagine bien que de temps en temps ça déborde. Ça déborde quelquefois d'autant plus que vous avez une petite anomalie de fonctionnement. L'enfant n'est pas en position verticale, il est toujours en position couchée. Comme il est en position couchée, il a tendance à avoir un estomac qui est pas forcément bien descendu à l'intérieur de l'abdomen, et vous avez ce qu'on appelle un effacement de l'angle de His. Vous voyez, l'ésophage abdominal chez l'enfant, il est court, il n'est pas très long. Et l'ésophage abdominal, il est très important, parce que lorsque on a une augmentation, si on appuie sur son abdomen, on fait un effort, on contracte l'abdomen, cette contraction de l'abdomen entraîne une augmentation de pression à l'intérieur de l'estomac. Cette augmentation de pression, elle se fait partout, et notamment à cet endroit-là, vous voyez. Et quand ça appuie à cet endroit-là, eh bien, comme vous avez l'angle de His qui est ici, ça appuie et ça ferme la partie inférieure de l'ésophage. L'ésophage abdominal est fermé simplement par la pression qui s'exerce à cet endroit-là. Si vous avez un petit effacement de l'angle de His avec un ésophage qui est trop court, eh bien, quand vous avez une augmentation de la pression abdominale, vous n'avez pas cette hyperpression qui se produit au niveau du fondus, et donc vous n'avez pas cette mécanique qui se fabrique systématiquement lors des augmentations de pression. Donc en pratique, vous voyez, l'enfant il boit 4 fois plus que nous, il a un ésophage abdominal qui est court, et finalement, que l'enfant régurgite, c'est absolument normal. On pourrait même se poser la question de savoir pourquoi tous les enfants ne régurgitent pas. Alors les enfants qui régurgitent, ils ont quand même un problème, et donc les problèmes, ils sont toujours maintenant analysés en pédiatrie. On a même des conférences de consensus qui sont faites là-dessus, et pour tout ce qui est pathologie digestive, maintenant vous avez des conférences de consensus qui sont faites, et notamment ce qu'on appelle les critères de Rome, parce que les critères d'anomalies fonctionnelles ont été analysés et résumés par des groupes d'experts qui se réunissent toujours à Rome, et c'est pour ça qu'on appelle ça les critères de Rome. Ces critères de Rome, ils sont publiés en anglais, comme ça je vous les mets en anglais, ça vous permet d'apprendre de l'anglais en même temps. Qu'est-ce que c'est que la régurgitation? C'est le fait que le contenu de l'estomac remonte dans l'ésophage jusque dans la bouche. Les régurgitations sont en général non compliquées, et quand ça survient chez des enfants sains, c'est un problème de développement et non une maladie. C'est très important de le savoir. Vous avez chez l'enfant qui est petit toute une série de petits problèmes comme ça qu'on appelle des problèmes de développement, pas de développement intellectuel, mais des problèmes de développement qui sont liés à l'évolution de la première année de la vie. Vous savez qu'il y a une transformation au cours de la première année de la vie qui est absolument considérable. Et donc c'est un problème développemental et non une véritable maladie. Ces régurgitations doivent être distinguées des vomissements, et le vomissement, c'est un phénomène différent. Ce n'est pas du liquide qui déborde, en quelque sorte, mais c'est du liquide qui est exprimé par l'estomac, qui se contracte de façon volontaire ou non, et qui fait que, par force, le contenu de l'estomac remonte au travers de l'œsophage pour être, après ça, éliminé. Quand vous faites une endoscopie à quelqu'un qui est en train de vomir, vous voyez bien que le contenu, que la paroi de l'estomac, elle remonte même quelquefois au travers de la partie basse de l'orifice de l'œsophage. Donc vous avez véritablement une contraction de l'estomac qui fait tout remonter. Mais la régurgitation, ce n'est pas ça, c'est un débordement. Le vomissement, c'est quand l'estomac se contracte et fait tout sortir. Alors, qu'est-ce qui permet de savoir que la régurgitation est un phénomène banal, qui n'est pas dangereux, qui ne correspond pas à une pathologie? Eh bien, c'est le fait qu'il n'y en ait pas trop. C'est-à-dire les régurgitations, c'est 2 à 3 fois par jour, pas plus que ça. Et puis que l'enfant n'ait pas d'autres problèmes que ça, et en particulier qu'il n'ait pas de vomissement, qu'il ne s'en mette pas dans les poumons, qu'il n'ait pas d'apnée, qu'il n'ait pas de problème de croissance, pas de problème de déglutition ou pas de
problème de type posture anormale. Quand vous avez un reflux qui est dangereux, vous avez très souvent un enfant qui se met qui tord son cou d'une certaine manière, et et c'est une indication de pathologie. Donc la régurgitation, c'est fréquent, c'est plus d'une fois par jour fréquemment, c'est chez le petit enfant, et le problème, c'est que les parents considèrent quand même souvent que la régurgitation est quelque chose qui n'est pas normal, et donc c'est une source de consultation absolument permanente. En fait, dès qu'un enfant régurgite, il consulte, et donc c'est une cause de consultation chez le pédiatre ou en PMI et aux urgences, et donc il faut être capable de gérer ça de façon appropriée. Alors pour gérer ça de façon appropriée, il faut d'abord être sûr qu'il ne s'agit pas d'un vrai reflux gastro-œsophagien, qu'il s'agit simplement de régurgitation, donc d'une maladie banale. Il faut regarder ce qui se passe et voir si c'est une histoire qui est ancienne, qui donne l'impression de s'améliorer progressivement, ou si au contraire c'est une histoire qui est relativement récente. Et puis il faut être capable de répondre aux parents, et là c'est un peu subtil parce que les parents ont des tas de questions, et en fait la réponse est toujours un peu imprécise. Oui, c'est fréquent, oui, ça va disparaître progressivement, on ne peut pas dire exactement quand est-ce que ça va disparaître, et dans ce type de situation, on n'a pas véritablement de médicaments très efficaces, parce qu'en fait, comme ce n'est pas un vrai problème, on n'a pas vraiment d'inquiétude sur la nécessité de traiter. Il faut quand même essayer d'améliorer la situation pour les parents. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on peut proposer à l'enfant une modification de sommeil. On peut dire, par exemple, mettez votre enfant quand il dort, quand vous le regardez sur le côté gauche, de manière à modifier un petit peu la vidange gastrique, mais il faut faire très attention parce que vous savez que l'une des règles absolues, c'est que lorsque l'enfant n'est pas surveillé, il doit toujours dormir sur le dos. Donc même si vous faites des petites modifications posturales, c'est uniquement sous la surveillance des parents et jamais lorsque l'enfant n'est pas surveillé. Donc un enfant qui n'est pas surveillé est toujours sur le dos. Il y a des parents qui proposent de mettre l'enfant, de le caler en le mettant sur le côté. Mais si vous le mettez sur le côté, il risque de se retourner parce qu'il va bouger et donc de se mettre sur le ventre. Or, un enfant ne doit jamais, absolument jamais être sur le ventre, de telle sorte que même si l'enfant régurgite, il faut le faire dormir sur le dos. Il faut savoir une chose en ce qui concerne les régurgitations, c'est qu'un enfant qu'on met sur le dos, il sait très bien gérer une régurgitation, c'est-à-dire qu'il est sur le dos, il régurgite, et bien s'il régurgite, il va s'arrêter de respirer, attendre d'avoir dégluti et recommencer à respirer, alors que si on le met sur le ventre, il ne sait pas gérer l'enfant, ou il n'est pas programmé pour pouvoir gérer l'augmentation progressive de gaz carbonique dans son environnement. L'enfant qui est sur le ventre, il a le nez qui est dans son matelas, il a un environnement qui change progressivement, avec une augmentation progressive de la concentration en CO2, diminution progressive de sa capacité de réactivité lors de l'hypoxie, et c'est la raison pour laquelle les enfants qui dorment sur le ventre sont beaucoup plus à risque de mort subite. Cette mort subite du nourrisson, qui a été déclenchée au cours des années 50, 60, 70 par cette recommandation que faisait le corps médical de faire dormir les enfants sur le ventre à cause justement de ce risque de régurgitation. Eh bien, cette recommandation maintenant, elle est supprimée complètement, remplacée par la nécessité pour l'enfant de dormir sur le dos, car on s'est rendu compte un peu tard malheureusement que dormir sur le dos, l'enfant sait gérer, alors que dormir sur le ventre, l'enfant ne sait pas gérer. Donc cette règle du dormir sur le dos est absolument indispensable. Quand on s'occupe de régurgitation, donc on modifie un peu le couchage, mais pas tellement, puisque l'enfant doit dormir sur le dos. On peut le prendre sur soi pour essayer de faciliter un peu le passage digestif. Et puis, on épaissit les biberons, on ne donne pas de médicaments et on tâche de rassurer au maximum les parents. Alors, épaissir les biberons, ça veut dire quelque chose qu'il faut que vous connaissiez également,
donner des produits épaissis. Au lieu de donner des laits qui sont des laits normaux, c'est-à-dire dans lesquels vous avez simplement des protéines, des glucides et des lipides, on met des épaississants à l'intérieur. L'épaississant le plus utilisé, c'est l'épaississant à base de maïs. Vous savez, quand vous faites de la cuisine, vous épaississez une sauce avec de la maïzena. Eh bien, dans les produits, dans les laits infantiles, on épaissit avec du maïs, on épaissit avec de l'amidon de tapioca, de l'amidon de pomme de terre, tous les amidons qui épaississent, et on a des formules qui s'appellent des formules AR, c'est-à-dire anti-régurgitation, qui sont vendues en pharmacie. Comme elles sont avec une allégation médicale, elles sont obligatoirement vendues en pharmacie, et tous les laboratoires de nutrition maintenant fournissent des laits épaissis qui sont vendus en pharmacie. Donc ça, c'était le reflux, c'était les régurgitations, c'est-à-dire une pathologie très fréquente, mais pas dangereuse, pathologie qui inquiète beaucoup les parents et pour laquelle le pédiatre doit être amené ou le médecin doit être amené à faire le diagnostic avec le vrai reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire la maladie du reflux gastro-œsophagien. Les anglo-saxons opposent bien ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien et le reflux œsophagien maladie, la gastroesophageal reflux et gastroesophageal reflux disease, c'est-à-dire ici le reflux maladie et ici le reflux qui n'est pas maladie. Ce reflux qui n'est pas maladie, c'est les régurgitations, j'insiste là-dessus. Les Anglais ont une autre dénomination pour ça, ils appellent ces enfants des happy spitters, ces enfants qui sont des joyeux régurgiteurs. En fait, des enfants qui, vous les voyez régurgiter, mais ils sourient. Et alors qu'un enfant qui régurgite et qui a mal, eh ben lui, ce n'est pas un happy spitter, c'est un enfant qui a mal et qui a un reflux gastro-œsophagien. Alors, ce reflux gastro-œsophagien, c'est quoi? C'est la même chose, mais en fait, en plus sévère. On revient à nos critères de Rome, c'est du